Bienvenue dans ce nouvel épisode de Débat et Opinion Pop. Troisième épisode consacré à Matrix et Bourdieu. Si vous avez vu les deux précédents épisodes, je vous félicite, vous êtes vraiment un public patient. Pour les autres, je vous encourage à aller les voir parce que beaucoup de choses que je vais dire dans cette troisième partie se basent sur ma compréhension que j'ai des Matrix, que j'explique dans la partie 1 et 2. Bref, sans plus attendre, c'est parti. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai un peu fait un plan thèse, antithèse, synthèse autour de Matrix et Bourdieu. Et comme souvent dans ce genre de plan, on se retrouve à la fin de l'antithèse, un peu comme on était au début. En gros, la matrice représente un système de règles qui s'impose aux humains qui doivent lutter contre pour retrouver leur liberté. Mais s'il y a autant de règles dans tout système, c'est parce que c'est ce qui permet de vivre ensemble. Les règles sont la base du social, on ne crée pas de groupe sans règles, même tacites. Avec tout ce que je vous ai dit, vous comprenez à quel point maintenant je ne peux pas en vouloir aux personnes qui choisissent la facilité. Tout le monde n'a pas le temps, tout le monde n'a pas rencontré la pédagogie qui lui convient pour se mettre à résister. Que tirer de tout ça alors? Qu'on est condamné à recréer des matrices à l'infini? De juste passer de victime à bourreau? Je pense pas. Pour vraiment être libre et heureux, il faut finir d'analyser Matrix et comprendre ce que veut dire hacker la matrice. Je dis que tout ce qui a commencé doit finir, Léo. Une leçon importante, c'est que pour lutter contre un système, il ne faut pas juste le faire avec une posture. Il faut comprendre ce système et ensuite entrer en lutte concrètement. Il suffit pas de chanter « Regarde comme il nous malmène ». Il faut que t'apprennes, que tu comprennes et que t'entreprennes avant de crier « C'est pas la peine, quoi qu'il advienne, le système nous prenne ». Et alors, t'es un lâche ou un soldat? Entreprends et bats-toi! Avec tout ce qu'on a dit depuis la partie 1, je pense que ça peut être bon de revenir sur l'exemple du genre. Le genre est une construction sociale, mais une fois que tu le sais, ça ne permet pas de l'effacer d'un claquement de doigts, parce que tu l'as intériorisé si fortement que c'est maintenant impossible d'en ressortir complètement. On continue d'avoir de mauvais réflexes, de mauvaises représentations, et c'est normal. Mais maintenant, on voit le code. Et comme les personnages du film, on peut essayer d'en devenir des hackers. Tu es dans notre programme de combat, l'équivalent du programme de réalité virtuelle de la matrice. Il obéit aux mêmes lois, comme la gravité, mais tu apprendras que ces lois ne sont pas différentes de celles de n'importe quel autre système. Il y en a qu'on peut enfreindre et d'autres qu'on peut violer. D'ailleurs, c'est pas parce qu'on sait qu'on peut changer de code qu'on doit le faire. On n'est pas là pour relancer une matrice avec un code légèrement différent. C'est un tout nouveau projet de société que l'on propose. Et le message est justement celui de la liberté de choisir sa propre matrice. On est fait pour en construire de toute façon, donc plutôt que de chercher à créer la meilleure et l'imposer aux autres, il faut que chaque individu soit libre et conscient des matrices auxquelles il appartient. Il ne suffit pas de dire « moi, les règles morales sur le genre, oh je m'en fiche », pour que boum, d'un coup, toute une enfance de socialisation disparaisse comme par magie. Oui, le but, c'est d'envoyer bouler toutes les règles, mais pour ça, il faut bien les comprendre avant. Et c'est seulement en les comprenant, en comprenant pourquoi elles sont là, pourquoi elles ont émergé, qu'on peut commencer à comprendre pourquoi elles ne nous plaisent pas. Et à terme, qu'on pourra réduire l'influence que ces règles ont sur nous. Pour illustrer ça, on a demandé aux acteurs du film, dans les moments où ils sont dans le vrai monde, de sous-jouer un peu, pour montrer les effets rémanents de la matrice. De la même manière, si on meurt dans la matrice, on meurt pour de vrai. On n'est pas juste en train de perdre une vie comme dans un jeu vidéo. C'est donc ni tout à fait virtuel, ni tout à fait réel. Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Notre cerveau interprétera toujours ça comme une douleur ou comme une mort, parce qu'il a toujours fonctionné comme ça. Il nous restera toujours quelque chose de notre socialisation, et donc, on ne sort jamais complètement de la matrice. Vous remarquerez que le premier film laisse entendre une fin, genre « Les machines seront vaincues, les gentils humains se réveilleront dans le vrai monde et tout le monde sera libre ». Mais la fin de la saga, c'est au contraire plus une voie de la symbiose qui est suggérée. Il faut pas le voir comme un message simpliste, genre « Déposons les armes et faisons-nous des câlins ». La paix a été obtenue parce que l'entièreté du système a été changée. Là, c'est le principe de servitude forcée qui a été enlevé. C'est pas un truc anodin, c'était le cœur du système.
On a donc bien assisté à une révolution au cours de la trilogie. Voilà une leçon pour ne pas tomber dans les faux combats. Demandez-vous si votre lutte peut faire vaciller le cœur d'un système. Quand un mec veut lutter contre Big Pharma en achetant de l'homéopathie à Boiron, on est dans un faux combat. Quand on veut lutter contre le réchauffement climatique en sabotant une centrale nucléaire, on est dans un faux combat. Il faut comprendre un système pour bien le combattre, parce que sinon, on s'engagera dans un faux combat, parfois pour un moment. Pour moi, le faux combat récurrent de notre époque, c'est de voir toujours les choses du point de vue individuel. Même la lutte d'émancipation. On se dit que c'est l'individu seul qui va utiliser sa raison pour se sortir seul de sa matrice personnelle. On oublie alors que la matrice est précisément une prison collective. C'est tout simplement une hallucination collective. Neo va rencontrer beaucoup de personnages qui essaieront de lui faire de grandes leçons sur la vérité et la réalité de la vie. Toutes ces visions du monde vont s'entrechoquer, car elles sont contradictoires, et il faudra que Neo s'y retrouve dans tout ça s'il veut trouver du sens à son combat. Et au final, il décidera de se sacrifier, parce qu'il veut créer un monde pour que le plus grand nombre soit libre. Et ainsi, il va être à l'opposé parfait des agents qui imposent leur vision aux autres ou utilisent la matrice pour leur intérêt personnel. Neo a bien compris ça, alors lui, il a choisi une nouvelle voie. Il a pris position parce que c'est ce qui donne du sens à sa vie. Parce que j'en ai fait le choix. Et cette voie n'est pas parfaite. C'est même un espoir vague, une illusion. Et l'agent Smith ne manque pas de lui faire remarquer. Illusion, monsieur Anderson, hallucination! Invention fugace d'un minable esprit humain dans une tentative désespérée de justifier une existence sans le moindre but, une vie absurde, des vies tout aussi artificielles que la matrice elle-même! Comme je l'ai dit, si Neo et Smith sont complémentaires, il faut réussir à trouver la symbiose. Et lorsque Neo l'a compris, il va non seulement négocier avec les machines, mais en plus il gagne en se laissant absorber par l'agent Smith. Et en laissant les agents voir le monde comme lui, ils ne peuvent plus imposer leur obsession de contrôle. C'est l'esprit de Neo qui a fini par les hacker. Et finalement, ils disparaîtront. Et paradoxalement, ça accomplira la prophétie et le destin que l'oracle avait prévu dès le départ. Neo a donc bien retrouvé sa liberté en se libérant des illusions de liberté, en comprenant les causes qui le faisaient agir, et c'est finalement comme ça qu'il a pu accomplir ce qu'il désirait. Le sens du parcours de Neo, c'est que lorsqu'un système ne nous plaît pas, on ne doit ni le subir, ni le combattre frontalement. Il faut le comprendre, parfois même mieux que ceux qui le défendent. De cette manière, on peut faire des critiques pertinentes et pas juste des hommes de paille. Les hommes de paille, c'est quand on critique quelque chose qu'on a déformé pour que la critique soit plus facile. Quand les gens qui ne sont pas sociologues critiquent Bourdieu, c'est souvent un homme de paille. Genre, on dit souvent que Bourdieu parle trop du social et qu'il nie toute notre évolution. Et si on va lire ses textes, on peut voir qu'il étudie les comportements et les manières de penser qui sont cadrés par la société, mais que par ailleurs, il sait qu'il existe bien des constantes anthropologiques. Bref, il faut bien s'assurer quand on fait une critique que celle-ci part bien du réel, et pas d'un réel fantasmé qui va rendre notre critique inutile avant même qu'on la dise. C'est pas pour rien si ceux qui ont été précurseurs pour définir le capitalisme sont ceux qui l'ont critiqué en se voulant méthodique. On peut par exemple voir le travail sous le capitalisme du point de vue de Lordon, dont on a parlé dans la vidéo sur Ruffin. Lordon analyse la société et les actions des individus en regardant les passions et les affects qui font agir les individus. Pour se mettre au travail, et même ne serait-ce que se lever de son lit pour aller au travail, il faut qu'on ait des désirs qui nous poussent à le faire. Au début, ce désir, c'est la peur de mourir de faim, la nécessité de se loger, et pour ça, il nous faut de l'argent. Le nouvel esprit du capitalisme, c'est de réussir à nous faire voir l'emploi et le salariat comme seule et unique manière d'accéder à cette sécurité, et même ensuite que ce travail est positif en lui-même. C'est pas ce que tu vas pouvoir consommer avec ton argent que tu auras gagné en travaillant qui est positif. C'est le fait de travailler, de créer de la valeur pour ton entreprise. C'est ça en soi qui serait positif et qui mettrait les corps en mouvement. Tout se passe comme si l'institution capitaliste avait imposé ses affects aux individus. Ces affects sont maintenant positifs. Le travail salarié est formidable, tout donner à son entreprise est une bonne chose, il faut être docile et flexible pour être bien adapté au marché, etc. Parce que chacun de nos employés sait qu'il fait partie d'un tout.
Par conséquent, si un employé a un problème, l'entreprise a un problème. Alors l'heure est venue de faire un choix, monsieur Anderson. Pour Lordon, comme pour Foucault ou Spinoza, gouverner, c'est imposer des affects aux individus. Un gouvernement peut gouverner un pays, mais un père peut gouverner sa famille, un chef d'entreprise gouverne sa boîte, etc., etc. Et ces multiples influences forment une multitude de désirs, plus ou moins forts et plus ou moins contradictoires. Le désir le plus fort de tous, le désir maître, c'est ce qui fait agir l'individu au final. Un exemple qui, à mon sens, permet de montrer immédiatement le caractère aliénant de la vie que mène Neo, c'est le fait qu'il travaille dans un open space. Et l'open space, c'est le mal. C'est le symbole incontestable et parfaitement accepté du contrôle social capitaliste. Celui qui va anéantir notre individualité et nous transformer en moutons accumulateurs et névrosés, affiblés de la même velléité qu'en rhododendrons social-démocrates sous mescaline. Le travail de Bourdieu sur les champs et les classes sociales permet de mieux comprendre les rapports de domination présents partout dans la société. Quand j'étais petit, j'avais une contradiction. Je voyais les politiques, les gros patrons comme des gens très individualistes qui passent leur temps à se mettre des couteaux dans le dos pour aller en haut de la hiérarchie. Mais plus tard, quand j'ai commencé à me politiser, je voyais un peu le système comme un tout. Une minorité qui gouverne la majorité. Limite complot mondial, hein. Mais à force, je me suis rendu compte que c'était incompatible comme vision du monde. Et en plus, j'avais toujours cette idée que c'était trop binaire comme manière de voir. Ce dont j'ai parlé en deuxième partie. Alors, comment est-ce que j'ai mieux compris tout ça ? Déjà, la bourgeoisie est une classe sociale en soi. Elle a ses codes, son habitus particulier, on peut la caractériser par ses conditions économiques, ses goûts culturels, etc. Mais surtout, la bourgeoisie est une classe pour soi. Elle a conscience d'être une classe et d'avoir ses intérêts propres. C'est d'ailleurs ce qui la différencie des autres classes, qui remplissent la première condition, mais pas la seconde. Dans cette classe bourgeoise assez fermée, il y a tout un tas de champs avec ces personnes bien intégrées, ces outsiders qui cherchent à s'intégrer. On a par exemple des nouveaux riches, qui cherchent une stratégie matrimoniale intéressante, pour eux et pour leurs enfants, à se marier avec quelqu'un d'une bonne famille, pour avoir beaucoup d'argent et montrer qu'on dépense bien son argent, qu'on mérite d'être intégré dans ces groupes. Et c'est comme ça qu'on affine cette idée de lutte de pouvoir qui forme un bloc assez uni dans l'ensemble. Avec tous ces champs, tous ces codes révélés, c'est comme ça qu'on découvre toutes les forces qui agissent dans la société et qui nous font agir. Choisir sa voie, c'est toujours la condition indispensable pour trouver un sens à sa vie. Et peu importe si à travers nous, c'est des forces plus grandes qui agissent, parce qu'on comprendra les vraies raisons de ce choix. Bourdieu citait souvent une phrase de Spinoza, « Il n'y a pas de force intrinsèque du vrai ». Les phrases genre « La vérité triomphe toujours », c'est bien joli, mais en vrai, les idées n'ont pas de force. Ça on le sait depuis les sophistes de la Grèce antique. Face à un menteur, quelqu'un qui manie une rhétorique efficace, la vérité sera bien faible. Pour faire triompher la vérité, il faut donc se battre pour elle, et pas juste attendre que ça se passe. Le pouvoir est une convention sociale, il faut donc chercher à en construire d'autres. Power resides where men believe it resides. Nous créons sans cesse des outils que nous finirons souvent par vénérer comme s'ils avaient leur vie propre. Soumission à l'autorité, essentialisation de la nation, culte de la monnaie, fétichisme de la marchandise, etc. Mais le problème n'est pas qu'on les a créés, on crée toujours des outils, des institutions, des conventions, parce qu'on en a besoin. La question, c'est comment on fait pour qu'ils ne nous échappent pas. Tout ça est plus compliqué à comprendre que le pouvoir, c'est mal. C'est mal! Mais pour moi, c'est bien de ne pas confondre le pouvoir qu'on donne à une personne et le pouvoir qui peut être créé par le groupe et issu du consensus démocratique. C'est par exemple la différence entre un pouvoir du souverain autoritaire et un peuple souverain et démocratique. C'est crucial à comprendre cette définition du pouvoir et à faire comprendre aux autres. Sinon, on ne fait que remettre une pièce dans la machine de la domination. Il faut pas devenir l'abîme à force de la contempler. Mais si le dernier recours est la violence, que faire ? Comment faire pour ne pas risquer de répéter encore et encore le cycle de la violence ? La matrice représente un système qui tente de s'imposer comme le seul possible.
Une manière de lutter contre pourrait être d'avoir une multitude de manières de voir la société. Celle-là n'est pas évidente, on va repartir du plus simple. Au départ, on explique à Neo que ce qu'il prenait pour le monde est faux, que le vrai monde est bien différent. Questionner des choses comme la réalité du monde, c'est vraiment pas évident. Si on y est confronté, c'est tellement dissonant avec ce qu'on connaît qu'on va pas pouvoir encaisser l'information calmement. Je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. Il tiendra pas. Respire, Néo. Respire. Le philosophe Jean-Jacques Rosa, s'inspirant d'Orwell, parlait de la définition de ce qu'est le réel comme un instrument de pouvoir. Si 2 et 2 font 4 n'est pas vrai, ou s'il n'est pas vrai que les pierres sont dures, alors je ne sais plus ce que veut dire le mot vrai, et je ne peux plus l'utiliser. La négation de la vérité objective fait en ce sens partie de l'arsenal totalitaire. La vérité est une. S'il y a des versions, il n'y a plus de vérité. Et s'il ne se trouve personne pour croire à cette vérité? Une personne y croit déjà. Notre cerveau passe son temps à recréer des bouts de réalité. Et il ne le fait pas objectivement, mais en fonction de plein de biais. Et à partir de cette vision déformée de la réalité, on va rajouter une couche avec nos goûts et notre morale idéologique. Avec tout ça, comment avoir une vision neutre des choses? On en revient à Nietzsche. Il n'y a pas de phénomènes moraux, rien qu'une interprétation morale des phénomènes. Et il dira aussi, l'ennemi de la vérité ce n'est pas le mensonge, ce sont les convictions. Autrement dit, tout est fiction. On ne réfléchit qu'avec des modèles, et tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Au final, on ne nie pas la réalité objective, mais on dit que notre cerveau, si on le branche à une simulation à la naissance, on ne pourra pas faire la différence avec la réalité. Il n'existe pas d'expérience permettant de prouver l'existence du réel, et ça, on doit juste l'accepter. C'est vertigineux, mais on ne peut pas y faire grand-chose. Il nous reste alors tout un tas de modèles plus ou moins précis dans lesquels on va piocher. Mais beaucoup de gens ne veulent pas des modèles, ils ont besoin d'avoir une seule grille de lecture du monde. On se sent beaucoup plus en sécurité comme ça. Et à force, on finit par s'imposer une nouvelle matrice. Bourdieu disait que les sociologues, dans leurs enquêtes, doivent chercher à s'approcher de la réalité. Mais ils doivent choisir entre 2 vérités. La réalité objective et la réalité subjective. La première, c'est quand on cherche à avoir une vision la plus neutre du monde, le vrai monde. On ne peut que s'en approcher, mais la science permet de faire ça. La seconde est lorsqu'on cherche à comprendre comment les individus ressentent les choses, comprennent les règles du monde, sans chercher à voir si c'est vrai ou faux, bien ou mal, juste comprendre comment est construit leur vérité. D'un point de vue de la réalité objective, les personnages changent de monde, quittent la réalité simulée pour aller dans le vrai monde. Mais du point de vue de la réalité subjective, ce changement n'est pas si radical. On reste des cerveaux qui reconstruisent la réalité à partir d'impulsions électriques et qui se confrontent à de l'autorité. Comme Weber avant lui, Bourdieu montre qu'une domination ne se perpétue pas uniquement avec de la violence. Il faut aussi que cette domination soit légitimée par certaines croyances. Une idéologie dominante sera celle qui aura su s'imposer comme la seule manière de voir le monde, imposer sa vision de ce qui est bien ou mal. Souvenez-vous de la scène pilule bleu-rouge. L'idée n'est pas de juger et de dire « si j'avais été à sa place, j'aurais réagi de telle ou telle façon ». Parce qu'en faisant ça, on ne fait que valoriser nos goûts, qui nous ont été dictés par notre position dans la société. Je pense que c'est plus intéressant d'essayer de comprendre les raisons qui ont conduit chacun et chacune à faire ce choix. Le choix. Le problème, c'est le choix. Nos choix ont des conséquences, qui cadreront le choix d'autres personnes et ainsi de suite. Il faut comprendre la sociologie, enfin toutes les sciences en vrai, mais notamment la sociologie, pour comprendre comment nos actions combinées ont des conséquences globales qui vont bien au-delà de nous-mêmes. Par corollaire, nous vivons dans une même société, mais ce qui va nous déterminer est comme une infinité de matrices intriquées les unes dans les autres. Il faut donc développer notre capacité à se mettre à la place des autres, plutôt que nos capacités à nous moquer ou juger l'autre. Je dis pas qu'il faut tout accepter en bloc, je dis juste qu'il faut donner sa chance
à toutes les perspectives. Partez du principe que ce qu'on vous dit est vrai. Pris hors contexte, ça peut sembler le pire conseil possible pour quelqu'un qui loue l'attitude sceptique. Mais il ne s'agit évidemment pas d'adopter définitivement une croyance. Il s'agit de se donner une chance d'entendre ce qui est dit. C'est d'ailleurs une position qu'on adopte en anthropologie. Si, au cours de ses discussions avec les autochtones, l'anthropologue est confronté à des éléments de langage qui lui apparaissent, de son point de vue, illogiques ou aberrants, il doit partir du principe que ce qu'on lui dit est bien logique, mais selon une certaine configuration de sens qui lui échappe. L'avantage de cette technique, c'est qu'à force de manipuler différentes perspectives de plus en plus différentes, eh bien on s'habitue à remettre en cause ce qu'on considère comme vrai et ce qu'on considère comme bon. Si l'allégorie de la caverne permet d'avoir une image du rôle du philosophe dans la société, Matrix donne une image du rôle des personnes qui s'intéressent à la sociologie. Le monde est régi par des normes, des codes qui sont invisibles à l'œil nu. On peut en apprendre quelques-uns de manière assez évidente, des règles simples comme bonjour. Tu rencontres quelqu'un, tu dis bonjour. Mais la plupart des règles qui régissent le monde sont invisibles à l'œil nu. Et la plupart des gens seraient bien incapables de les définir si on leur demandait. Il faut pouvoir sortir de la matrice dans laquelle nous sommes nés, et voir les règles pour ce qu'elles sont, des codes. Et un code, ça se décrypte. Un code, ça se modifie. Les personnes qui se forment en sociologie sont comme les hackers qui vont retourner dans le système dans le but d'éveiller la conscience des humains sur le fait qu'ils sont prisonniers d'un monde qu'ils ont eux-mêmes créé. Bien sûr, il y aura des résistances de la part de ceux qui profitent du système parce qu'ils y ont une bonne place. Des personnes libérées du code qui ne souhaitent pas entrer en lutte permanente. Des gens préférant le statu quo ou souhaitant une autre forme de matrice, une autre forme de contrôle. Tous ces gens résisteront au changement. Neo obtient la victoire en laissant tous les Smiths voir le monde depuis sa perspective. La vision froide de l'agent rencontre l'amour ardent que Neo porte à Trinity. Et cette contradiction fera disparaître Smith, car ces visions sont trop opposées. Ça complète ainsi leur parfaite dialectique, thèse, antithèse, synthèse. Je sais que ça paraît pas évident à appliquer. On doit constamment habituer son esprit à changer de perspective. Mais c'est la condition indispensable pour sortir des matrices dans lesquelles on s'est nous-mêmes enfermés. Pour voir si vous êtes capable de passer ce test de Turing idéologique, je vous propose une expérience de pensée, qui est inspirée de Persona 5. Si on vous proposait d'entrer dans un monde où un dieu bienveillant contrôlerait tous les aspects de votre vie, il mettrait ce qu'il faut de bonheur et de malheur, de difficultés et de coups de chance. Ce dieu créerait un monde qui punirait les vilains et récompenserait les justes, pas comme le vrai monde qui lui est très injuste. Si on vous disait qu'on peut vous faire rentrer dans ce monde en oubliant qu'il est simulé et en vous donnant une illusion de libre arbitre, que choisiriez-vous ? Je ne sais pas ce que vous avez choisi, mais je pense que beaucoup de gens choisiraient l'illusion réconfortante. Comment leur en vouloir ? C'est tellement plus simple de dire qu'on vit dans une société juste où les gens méritent ce qui leur arrive, on se dit quand même qu'il y a une justice. Et ça d'ailleurs aussi c'est un biais cognitif qui s'appelle la croyance en un monde juste. Nous avons besoin de croire que le monde est stable, ordonné, prévisible, parce que ça nous rassure, parce que ça nous permet d'agir. Autrement dit, on a besoin de croire que nous vivons dans un monde où chacun obtient ce qu'il mérite. Et partant de là, ça change tout. C'est bien gentil de dire qu'il faut être réaliste et prendre la pilule rouge, mais c'est très difficile de la prendre sur un sujet. Alors sur tous les sujets, ça devient très compliqué. Sur chaque sujet, tout domaine avec des normes de la domination, on peut appliquer la grille de lecture de Matrix. Sur le patriarcat, le capitalisme, le racisme, le genre, il y aura toujours besoin d'un Morpheus pour vous faire découvrir les codes. Et ce Morpheus peut être un ami, une personnalité publique, un personnage de fiction ou autre, mais il vous en faudra énormément pour espérer sortir de toutes les matrices qui vous auront déterminé. Il faut donc bien faire attention à ce que vous ne vous arrêtiez pas là et que vous vous souveniez que le chemin de Neo, c'est de trouver sa propre voie et pas suivre celle d'un autre. Et la nuance est parfois difficile à percevoir. Si vous avez apprécié un jour le message que je porte, prêtez attention à comment je le porte. Oui, que je dénonce un paquet de trucs, mais j'essaie de faire avancer les choses, de politiser les gens. Est-ce qu'à un moment vous m'avez vu traîner quelqu'un dans la boue ? Est-ce que je suis venu dire « Regardez celui-là, qu'est-ce qu'il pense mal ? Moquez-vous »
C'est parce que je pense que les personnes qui pensent mal sont aussi victimes des structures qu'elles produisent. Évidemment qu'ils voudront te faire rentrer dans le rang. Eux, ils se sont tellement mis la pression pour ressembler à des modèles inatteignables, alors maintenant ils veulent que tu fasses pareil. Autrement dit, c'est dur pour tout le monde. C'est juste que pour certains, c'est plus dur que pour d'autres. Et il faut être capable de comprendre sans que ce pouvoir nous corrompe à notre tour. Cypher veut retourner dans la matrice. Non seulement en oubliant que c'est une illusion, mais aussi en devenant au passage un dominant dans cette illusion. Ce qui montre que le savoir est révolutionnaire, mais peut aussi être utilisé de manière très conservatrice. Le risque quand on se rend compte de toutes ces dominations, c'est de vouloir culpabiliser tout et tout le monde. On comprend que, tiens, en fait, c'est pas neutre, c'est de la domination, alors on va juste se mettre à insulter tout et tout le monde. Je l'ai dit et je le répète, il ne faut pas devenir l'abîme à force de le contempler. La colère que l'on ressent quand on est révolté, elle peut être très légitime. La fatigue que l'on ressent à force de prêcher dans le désert aussi. Mais pour l'amour de Dieu, allez jusqu'au bout de la réflexion. Si tout n'est que déterminisme social, votre ennemi l'est aussi, déterminé à agir comme il est. Ceux qui utilisent ce savoir pour prendre de haut les autres ne se rendent pas compte qu'ils ne font que recréer leur matrice, et qu'elle sera à peine meilleure que la précédente. Et le souci, c'est qu'une fois qu'on a pris la pilule rouge, on ne peut plus revenir en arrière. Tu regrettes peut-être d'avoir pris la pilule rouge? Peut-être. Cela arrive à chacun d'entre nous au moins une fois. Le désir de retourner à une vie simple. Une vie sans soucis, proche de la nature. La vie que nous menions avant de connaître tout ceci. Même si cette vie n'était qu'une illusion. On ne peut plus faire comme si ça n'existait pas les dominations. Donc on ne peut que s'enfoncer toujours plus dans la lutte. C'est un peu quelqu'un à chaque fois qu'il rentre dans une pièce dirait « Qui a péché ici ?» On peut voir quelques personnes à gauche qui parlent de déterminisme et qui confondent ça avec une destinée immuable, qui dirait que tu as été socialisé comme un homme, tu es et tu resteras qu'un connard toute ta vie quoi que tu fasses. C'est rare d'entendre quelqu'un penser vraiment ça, mais ça arrive. Il faut éviter l'essentialisme, de dire qu'il y a une essence éternelle au masculin et au féminin. C'est les gens qui défendent bec et ongle la matrice qui font de l'essentialisme. Une fois qu'on regarde le monde avec un regard de sociologue, on commence petit à petit à le voir avec un regard dénué de haine. On commence à comprendre les gens, pourquoi ils agissent comme ça. Qu'il n'y a pas de méchants qu'il faut punir. On arrête d'essayer de trouver des trucs qui correspondent à 100% à nos attentes. Sinon, on ne peut pas vivre en société. Ceux qui veulent absolument n'être qu'avec des gens parfaits souffrent en permanence. Il faut surmonter la peur que nous imposent les personnes qui ne sont pas au même niveau que nous. Car si elles peuvent devenir des agents à tout moment, elles sont aussi de futurs alliés. Pour moi, sortir de la matrice, ce n'est pas pour créer un sous-groupe que pour soi, mais participer à créer une meilleure société pour tous. Tout le monde contribue à la société. Il va donc falloir agir pour faire en sorte que la société soit meilleure, mais meilleure de notre point de vue. Et la société nouvelle, elle s'imposera à nouveau à tous, et ainsi de suite. L'idée est que si on a socialisé quelqu'un pour faire ceci, on peut aussi le socialiser pour faire cela. Que les gens peuvent changer. Après, c'est évidemment plus ou moins dur selon les personnes. On distingue souvent la socialisation primaire, qu'on a pendant l'enfance, qui est vraiment la socialisation qui va constituer une identité profonde pour une bonne partie de ta vie. Et après l'enfance, la socialisation secondaire, moins forte, ce qui fait qu'on est beaucoup moins malléable. C'est représenté dans Matrix par cette réplique. Nous avons une règle. Ne jamais libérer un esprit après qu'il n'ait atteint un certain âge. C'est dangereux. L'esprit résiste de toutes ses forces. J'ai déjà vu ça. Je suis navré, Néo. Pour changer la société, il faudra convaincre en prenant ça en compte. Plus on aura des gens convaincus en face, plus ça va être complexe à les faire changer d'avis. Comment est-ce que Néo et Smith sont devenus plus puissants? En accumulant des connaissances sur le monde qui les entourait. Néo l'a fait en écoutant les autres, en essayant d'être quelqu'un de bien et en se remettant en question. Smith l'a fait par la force, en assimilant les autres, en les forçant à adopter sa manière de voir les choses. Si on veut militer, on ne peut pas le faire en forçant constamment les gens à se conformer à un modèle parfait. Je ne cherche pas à imposer ou défendre un modèle parfait, mais je veux justement permettre à tout le monde de créer sa matrice comme il ou elle l'entend. Et c'est pour ça que j'ai voulu revenir sur la manière dont je suis devenu fan de Matrix, avec du temps et de la pédagogie.
Je ne suis pas quelqu'un qui arrive à comprendre tous les niveaux de lecture d'une œuvre dès le premier visionnage. Je suis quelqu'un qui comprend avec du temps, si on m'explique. Et c'est comme ça qu'ensuite je suis rentré dans plein de choses, plein de mouvements politiques, philosophiques. Par exemple, le féminisme, c'est avec Internet et de la pédagogie. Là où Matrix est si bon, c'est justement que ça permet alors de lui appliquer énormément de grilles de lecture différentes. Tu veux y voir une métaphore des transgenres, ça fonctionne. Une version moderne de l'allégorie de la caverne de Platon, ça fonctionne. Un film bouddhiste, transhumaniste, postmoderne, catholique, marxiste, féministe, ça fonctionne. Mais bon, finalement, ça veut aussi dire que certaines interprétations vont être contradictoires les unes avec les autres. Perso, j'ai un peu de mal quand on me dit que Matrix fait la promotion de la foi chrétienne aveugle. Mais d'un autre côté, certaines répliques peuvent laisser cette interprétation. Ok. J'espère qu'après tout ça, vous aurez au moins remarqué le profond message libertaire que voulaient faire passer ces réalisatrices. Un message réaliste et plein d'espoir. Je leur ferai voir un monde sans vous. Un monde sans loi ni contrôle, sans limite ni frontières. Un monde où tout est possible. Ce que nous en ferons ne dépendra que de vous. C'est pour ça que j'analyse les œuvres de pop culture. Il y a déjà tout dedans pour réfléchir, pour apprendre, pour débattre, et pour apprendre à débattre. Mais voilà, pour finir cette parenthèse perso, il est temps de conclure cette trilogie Matrix et Bourdieu. Voir Matrix et écouter Bourdieu, qu'est-ce que ça nous apprend finalement? Qu'un système, c'est beaucoup plus que des règles explicites ou de la violence visible. Il y a beaucoup plus à voir au-delà des yeux. Il y a des codes intériorisés qui créent beaucoup de violence. Et pour stopper ces violences, il ne faut pas se contenter de dénoncer ces règles. Il faut le faire bien. Suffit pas d'être contre, il faut ensuite être pour autre chose. Matrix parle d'un monde simulé, ce qui représente tout système de contrôle et de déterminisme pour l'humain. Mais ce qui était crucial à retenir, c'est pas « et si on vivait dans une simulation ?» mais de dire « comment est-ce qu'on sort des prisons qu'on a nous-mêmes créées ?» Je ne veux pas de réponse philosophique niaise, je veux une réponse politique. Comment sortir de nos matrices? J'espère qu'en vous racontant Bourdieu, je vous ai donné quelques éléments de réponse. Craquer le code, par exemple en apprenant les sciences humaines et sociales, c'est finalement accepter d'adopter d'autres points de vue. Attaquer toutes les illusions sur lesquelles on a basé nos vies, et finalement, c'est apprendre à se connaître soi-même. Je sais que ça peut faire peur. Vous avez peur du changement, et je ne peux que vous proposer un autre avenir, pas vous le prédire. Je ne peux que vous montrer d'autres manières de voir, ce que certains n'aimeraient pas que vous voyiez. Je peux vous montrer une autre voie, mais c'est votre choix de l'arpenter ou non. Même si maintenant, je pense que vous avez compris. Vous avez déjà fait ce choix. Et peut-être qu'à la fin, vous direz que cette voie que je vous ai proposée ne vous convient pas. Franchement, si vous m'avez vraiment écouté jusqu'au bout, eh ben tant mieux. Pour citer Lily Wachowski elle-même, si des gens essaient réellement d'abandonner leur point de vue un instant pour voir le monde de notre perspective, alors je pense que tout ce qu'ils pourront dire dans ce processus serait magnifique et légitime. Pour cette vidéo comme pour les autres, je n'espère rien de plus. Que vous soyez capable de voir le monde que je vous laisse entrevoir. Et j'espère ainsi vous aider à hacker vos matrices. Alors utilisez bien votre cerveau. Et soyez heureux. Il faut que je raccroche.